Nous sommes avec les virgules. Normalement, vous m'entendez puisque j'ai enlevé le mute du micro, ce qui est mieux. Donc, les virgules marquent les virgules, le petit nom de la communauté. Merci de nous faire l'honneur de ta présence. On est ravis Bonsoir. de te recevoir. On m'a lâché des doses en off. Vous n'êtes pas prêts. Je sens que ça va bien se passer. Donc pour les personnes qui n'auraient pas suivi, Marc et que Sol, j'espère que j'ai bien révisé et que je prononce bien le nom. Apparemment, je prononce bien le nom. Donc tu es l'auteur de Cléos, mais tu as scénarisé de nombreuses autres BD. Euh, de ce que j'ai pu lire, tu viens du monde de l'audiovisuel, qui est un monde passionnant. Et tu as exercé beaucoup de métiers du spectacle, mais pas cracheur de feu, et on est un peu déçus, parce qu'on aurait bien aimé avoir une démo. Et apparemment, tu aimes notamment les oiseaux et les sports de combat, donc faut pas trop t'embêter. Peut-être que tout ça est faux. Peut-être que tout ça est faux, tout ça est scénarisé finalement. Ouais. Donc en tout cas, bah, merci beaucoup encore une fois. On est super content de te recevoir sur la chaîne. Euh, et bah, pour ceux qui auraient pas suivi, les retardataires dans le fond de la classe, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de Cléos en quelques phrases? Oui, bien sûr. Donc c'est une bande dessinée qui se passe en 500 avant Jésus-Christ dans les Cyclades. Les Cyclades, c'est des îles en Grèce. Euh, alors, il faut le savoir qu'à cette époque-là, la Grèce, c'est pas un pays, bien sûr. C'est une entité avec des villes-États qui se font d'ailleurs souvent la guerre entre elles. Donc, mais ce qui fait que les gens se sentent grecs, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est la langue. Ils parlent le grec tous. Et ceux qui ne parlent pas grec sont les barbares. Et d'ailleurs, le mot barbare vient du fait que ça veut dire charabia, quoi. Bah, on ne comprend pas ce qu'ils disent barbare. C'est devenu un mot. Ok, Euh, ils ont un panthéon, c'est-à-dire des dieux. Je crois que vous êtes assez branché mythologie sur ta chaîne. Donc, voilà, ils ont ça. normalement, Ils ont ouais. des mœurs. Ils ont une culture. Et notamment dans cette culture, ce qui est hyper important, c'est les grands récits épiques. Donc l'Iliade et l'Odyssée, c'est un peu, c'est leur tronc commun culturel, c'est leur Netflix. Voilà, c'est leur Netflix. Ils sont abreuvés de ces histoires-là, essentiellement l'Iliade et l'Odyssée. Et puis il y a un autre truc aussi qui caractérise, en tout cas l'imaginaire des Grecs à cette époque-là, c'est un idéal héroïque. Et l'idéal héroïque des Grecs à cette époque-là, c'est de mourir jeune et dans l'éclat de sa gloire. Hein, c'est comme les rappeurs Live Fast and Die Young. Ou le Donc club des 27. voilà. Ben justement, Achille, c'est le modèle de ça. Et donc, c'est l'idéal héroïque. Et nous, notre histoire, c'est l'histoire d'un pêcheur, un jeune pêcheur. Donc, jeune pêcheur en Grèce à l'époque égale misérable. Hein, on est dans une société de subsistance, hein, c'est pas comme aujourd'hui. Et qui rêve d'exploit. Parce que lui, il connaît l'Iliade et l'Odyssée par cœur. Et il en est baigné. Il connaît les vers. C'était versifié par cœur. Et il rêve de rentrer dans l'histoire et de devenir un héros, un Achille. Mais c'est un type, c'est un misérable. Hein. Il n'a même pas de quoi se payer une épée. Mais il va saisir une occasion, c'est que son île est régulièrement pillée par des pirates. À l'époque, le commerce et la piraterie, c'est la même chose. Hein. Si jamais parmi vous, il y en a qui ont lu l'Odyssée, vous verrez qu'en fait, Ulysse est un pirate. Son île est régulièrement pillée par des pirates et il propose de les suivre pour trouver leurs repères et les anéantir. Et il se jette, il se lance à l'aventure. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Et il va vivre une espèce d'odyssée. Euh, je crois que tu as un peu raconté ça en préalable. Il va pas se passer comme prévu. C'est pas un bras cassé, mais enfin, c'est compliqué d'être à la hauteur d'un héros imaginaire comme Achille. Néanmoins, notre héros va découvrir plein de choses. Et Cléos, à cet égard, c'est un peu un voyage géographique et mental dans la Grèce de l'époque. Ouais, et en plus, enfin, il est quand même assez courageux, notre ami, parce Oui, que moi, pour avoir lu la BD, je pense pas que j'aurais eu le courage de faire tout oui, ça. c'est ce qui le distingue, c'est ce qui distingue d'ailleurs souvent les héros, c'est que, alors parfois les héros subissent les aventures, lui en tout cas il franchit le pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré principalement pour ce livre? C'est l'Odyssée ou c'est plutôt le fait de raconter la quête de ce jeune homme? Écoute, ce qui m'a inspiré, c'est pas une histoire de,
c'est pas une histoire de scénaristique initialement, c'est une histoire de lumière. Ok, Moi, je fais des scénarios, donc j'écris pour les images, et c'est une lumière. Je ok, sais pas. Ado, j'ai eu la chance d'aller en Grèce, ok, et j'étais frappé par cette lumière méditerranéenne aveuglante, très sensuelle, et j'avais envie de raconter une histoire comme ça, baignée de cette lumière. Sauf ok. qu'initialement, je voulais raconter une histoire de peu de choses, un peu une histoire contemplative avec un pêcheur, voilà, un truc très très essentiel, un peu lent. Au bout du compte, c'est pas du tout ça. Je me suis laissé emporter avec mon co-auteur Serge Latapi dans une histoire au contraire foisonnante de péripéties, etc. Mais il reste la lumière, qui d'ailleurs est un argument pour convaincre les dessinateurs, et en l'occurrence C'est vrai. la jeune dessinatrice avec qui je travaille, Amélie Cos. C'est un des trucs sur lesquels je l'ai un peu, je crois, embarqué dans l'histoire en disant, voilà, on va faire une histoire sensuelle. On va faire une histoire avec du grain, avec ce bleu, avec ces bleus, etc. etc. C'est le genre de truc qu'un dessinateur, vous savez, il faut savoir que les dessinateurs en bande dessinée refusent pour la plupart de dessiner leur époque contemporaine. Ils veulent toujours dessiner des vaisseaux spatiaux, des bateaux, des machins. Ok, Et c'est le genre d'argument qui peut embarquer un dessinateur. ok. Et donc, en fait, tu connais. Enfin, effectivement, ton co-auteur, si j'ai bien compris, c'est un ami. Donc, vous travaillez C'est un ami. ensemble Oui, parce régulièrement qu'en ou là, fait, c'était ce projet particulier? c'est un ami, alors c'est quelqu'un qui sait écrire, hein, c'est pas juste un copain. C'est intéressant d'écrire avec des amis parfois, parce que c'est l'occasion de passer du temps ensemble et de boire des coups, et aussi de se côtoyer un peu différemment. Moi, j'aime bien C'est ça vrai. pour ça. Ça crée des liens forts. Et lui, en l'occurrence, je ne suis pas allé chercher juste parce que c'était un ami, c'est parce que c'est quelqu'un dans mon entourage qui a vraiment étudié la période, Ok. euh, qui la connaît bien. Alors nous, en plus, on ne se situe pas dans la Grèce classique que tout le monde connaît avec les Jupettes et le Parthénon, Périclès, la démocratie, les philosophes. On est juste avant, dans l'époque un peu trouble qui a précédé les guerres médiques, hein, pour ceux qui connaissent, et qui va accoucher de cette période classique, qui a accouché, elle, de notre civilisation. Donc il fallait la connaître. C'était le cas Effectivement. de Serge. Donc Ok. j'ai beaucoup appris à son contact. Et historiquement, et pas après, c'est aussi quelqu'un qui sait écrire, hein, c'est pas juste une fiche Wikipédia vivante. Ça peut aider. Et du coup, avec l'illustratrice, vous avez pu travailler avec elle parce qu'on vous l'a proposé ou pareil, tu la connaissais et du coup, ça s'est fait tous les trois comme projet? Alors, je vais rentrer un peu dans l'intimité de ce truc-là parce que je crois que ça peut intéresser, si j'ai bien compris, les gens qui te suivent. Euh, dans la bande dessinée, moi j'en fais que depuis 5 ans en fait, hein, mais Ok. mon premier livre est paru il y a 2 ans parce que c'est long de faire de la bande Oui, c'est dessinée. très long. Et je me suis assez vite rendu compte que le gros problème, c'est de trouver des dessinateurs ou dessinatrices, hein, parce que soit ils sont très bons et ils sont généralement soit intouchables, soit pas disponibles avant 4, 5, 6 ans, et moi je suis Mm. plutôt impatient comme gars, soit ils sont pas très bons et on les veut pas. Et Oui. donc moi je travaille par exemple dans les 3 ans à venir, j'ai à peu près 8 BD à sortir. Et parmi elles, il y en Ah a oui. 5 qui sont dessinés par des gens qui n'ont jamais fait de BD auparavant. Ok. Et je les cherche Ok. et je fouine, mais vraiment intensément. Et c'est hyper agréable de. Alors après, je les teste, hein, c'est pas open bar, hein, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, je fais vraiment des tests poussés, à Ok. la fois pour voir si on va s'entendre artistiquement, parce que je Ouais. peux avoir un coup de cœur pour un style de dessin, à la fois pour voir si la personne va me supporter, parce que je suis un peu, comment dire, je prends à cœur ce que je fais, donc j'aime Bien bien sûr. qu'on bosse. Voir si la personne est productive aussi, parce que c'est bien de faire des dessins, mais il faut en faire beaucoup quand on fait de la bande dessinée, et Avec la surtout bande si on veut dessinée. en vivre, il faut travailler assez vite, sinon Mm. on dit souvent que c'est pas rentable. C'est sûr que si vous mettez 5 ans à faire un album, c'est pas rentable, mais ça peut être intéressant. Donc voilà, et donc du coup, j'avais fait le plus gros pari que je fais moi quand j'écris une bande dessinée, une fois que je l'ai fini, et quand j'ai fini le scénario, seul ou avec un co-auteur, c'est de trouver non pas le dessinateur, mais le style graphique qui Ok. va porter le propos, qui va le rendre encore plus lisible, encore plus intéressant, encore plus. Donc parfois ça peut être un truc très stylisé, avec des gros nez, des machins, parfois ça va être peut-être quelque chose d'assez réaliste, parfois ça va être quelque chose d'un peu doux, enfin, donc c'est ce pari-là qui peut être raté, mais qui est vraiment le plus important, c'est un peu comme si vous écriviez une chanson et que vous allez chercher à qui vous allez la confier. Ok. Et si c'est Beyoncé ou AC/DC, c'est la même chanson, mais en fait à la fin c'est pas la même chanson. C'est vrai. Donc du coup moi j'avais fait un brief à l'éditeur
Ok. grand angle, en disant voilà ce que je cherche. Donc je cherchais de mon côté, il cherchait de son côté, il me proposait, j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non. Et puis un jour, il a proposé les dessins de cette Amélie, qui était une élève dans une école d'animation dans le nord de la France. Ok. À titre personnel, je me fiche de savoir l'âge qu'elle a, le sexe qu'elle a. Tout ce qui m'intéressait, c'est son travail. Et Mhm. donc j'ai dit, bah oui, carrément, faisons des essais. Puis en fait, on s'est très, très bien entendu. Trop bien. Et on est parti pour l'aventure et on va faire d'autres albums après parce que c'est une super rencontre. Trop bien. C'est vrai que son trait est vraiment spécifique parce que sur ce type de BD, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus classique dans la BD, alors que là, c'est à la fois original, mais en fait, ça colle hyper bien à l'histoire. Et moi, j'ai beaucoup aimé les illustrations, ça colle hyper bien finalement au scénario. Et ça doit t'aider finalement, en fait, l'audiovisuel, parce que pour imaginer les scènes et bien communiquer avec l'illustrateur, c'est quand même un exercice compliqué. Oui, c'est une des spécificités de l'écriture scénaristique, que ce soit pour l'audiovisuel ou pour la BD, c'est qu'il faut avoir un langage visuel, a Mm. priori. Bon, je vais un peu schématiser parce que la BD aujourd'hui, c'est un endroit, c'est pour ça que je ne veux plus faire que ça, qui est très libre, où on peut Ok, faire plein de choses différentes. Il y a une énorme créativité, il y a des grands auteurs qui portent en plus un peu le mouvement. Euh, vous en avez pour tous les goûts, vous avez de la BD historique, la comédie, du reportage graphique, l'autobiographie. C'est vraiment un endroit où il y a une variété de... C'est impossible de ne pas trouver son bonheur. Mais enfin, grosso modo, quand on écrit pour le dessin, il faut avoir un langage visuel. C'est la même chose pour le cinéma ou la télé. Ça veut dire, je prends un peu toujours cet exemple, plutôt que pour décrire quelqu'un qui est nerveux, plutôt que de lui faire dire sottement oh, je suis nerveux, mm, eh ben, vous allez lui faire allumer 3 fois sa cigarette et puis il n'y arrive pas. ok, Voilà, c'est ce que j'appelle le langage visuel. C'est ce genre de truc qui en plus rend les gens intelligents parce qu'il il est nerveux lui. Et en fait, euh, tout ce genre de procédé dans lequel on va montrer, on va écrire ce qui se voit, ce qui se dit, ce qui s'entend, sans forcément le formaliser, le verbaliser en tout cas, et ben ça participe de rendre un langage visuel et du coup bah, d'emporter les gens dans une histoire. ok, Amélie, c'est quelqu'un qui, malgré son jeune âge, comprend tout ce que j'écris. ok, C'est très agréable parce que euh, moi, quand je travaille avec les dessinateurs, c'est un peu le préalable avant qu'on bosse ensemble, c'est qu'il faut être d'accord qu'ils vont devoir faire un storyboard de l'intégralité de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils vont le dessiner grossièrement, mais ok. si ça fait 200 pages, ils vont dessiner 200 pages grossièrement. Alors, généralement, c'est des gens qui dessinent très bien, donc leur grossièrement n'est pas mon grossièrement. Mais, et on va passer des heures et des mois et des semaines là-dessus à bien voir que l'histoire se raconte, case après case, on tourne la page, c'est fluide, etc. Et euh, dans les intentions d'un scénario, il y a toujours des malentendus. Quand les gens les lisent, il y a beaucoup de sous-entendus. Mm. Euh, et donc, parfois, je suis obligé d'expliquer au dessinateur ou quoi. Non, là, en fait, quand il lui demande le sel, en fait, il lui dit je t'aime. Ah, mais oui, bien sûr, je n'avais pas compris. Donc, le regard. Ah, ok. Ben, Amélie, j'ai jamais besoin d'expliquer ça, elle comprend tout. Ok. Donc je me sens servi quand je reçois ces storyboards, justement. J'ai quasiment rien à changer, je suis émerveillé. Je justifie un peu mon salaire en disant ouais, là tu commences juste le sourire, je pense. Il est un peu. Hein. Mais ça fonctionne bien finalement, en fait, le duo ou le trio, puisque là, il y avait ton co-auteur aussi. Ouais, ouais, non, non, oui, très bien. C'est pour ça qu'on veut faire d'autres trucs ensemble. C'est Donc très là, agréable de se c'était sentir une... compris. Cléo, c'est une duologie. Il y a deux C'est un tomes diptyque, ouais, d'un absolument. diptyque, ouais. Et en fait, t'es hyper prolifique parce que tu disais que t'avais plein d'autres BD en attente. Oui, alors je vis ma meilleure vie créative en ce moment depuis que Ok. j'ai commencé à faire de la BD parce que, comme tout le monde s'en fiche complètement du scénariste, je n'ai pas l'impression d'inonder le marché. On me dit pas, ah, encore lui, parce qu'on généralement on passe un peu le nom du scénariste, mais moi ça me permet de vraiment produire avec joie. Et quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée par rapport à l'audiovisuel, pour tout vous raconter, j'avais un projet de série Ok. télé que j'avais vendu, mais qui s'est pas fait. Comme 90% des trucs qu'on écrit quand on est scénariste audiovisuel. Ok. Vous pouvez vendre plein de projets, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont finir à l'écran. Euh, j'ai récupéré les droits au bout de quelques mois parce que le truc se montait pas et ça me titillait d'aller vers la BD. Donc j'ai rencontré un éditeur et je lui ai dit écoute, regarde ce projet de série, moi je pense que ça ferait un beau roman graphique de 200 pages. Ok. Et puis au bout de quelques temps, l'éditeur m'a rappelé, m'a dit ok. Et moi j'ai dit
Ok quoi? Ok, on le fait. Mais où sont les 40 personnes qui donnent Ouais, leur avis? Non, il n'y en avait pas. ouais, ça marche pas Et j'ai comme dit, ça, ouais. là, attends, je vais te proposer d'autres trucs. Donc je suis arrivé avec des machins, j'ai dit, ah non, tiens, voilà, Ceci est j'ai dit, une... non, je stop, arrête. J'ai dit, non, mais sinon je vais ailleurs. Non, non, reste là. Et bref, j'ai proposé plein de projets qui ont été, je touche du bois, tous acceptés. Ok, trop chouette. Et si bien que j'ai même travaillé avec d'autres éditeurs au bout d'un moment parce qu'ils ne pouvaient pas tout absorber. Ouais. Soit des trucs que j'avais entre guillemets en stock, que j'ai adaptés, parce que tous les scénarios de cinéma ne se prêtent pas à faire de la BD, hein. Faut pas croire. Ok. Et puis soit des trucs originaux que j'ai écrits. Et, euh, et je sais pas si ça tient à la frustration de toutes ces années d'audiovisuel où j'ai C'est galéré, plus où j'étais difficile, malheureux. hein. C'est vraiment hyper compliqué comme milieu. Écoute, on est entre nous sur la chaîne. J'ai fait ça pendant plus de 15 ans. En fait, je comprends toujours pas comment ça marche. Waouh, ok. Et d'ailleurs, tout à l'heure, à la fin, je vous teaserai une histoire à propos de Jonathan Cohen qui vous montrera à quel point je comprends pas comment ça marche. En plus, nous, on adore le thé, tu vois, les histoires, donc c'est parfait pour nous. Et les autres BD que tu as pu écrire auparavant ou que tu vas publier, on me demande dans le chat, en fait, si c'est toujours sur les mêmes thèmes ou si, par exemple, tu explores d'autres genres, t'aimes écrire sur plein de sujets. Vous le répétez pas, mais c'est souvent le même thème, mais c'est pas le même genre. Donc ça se voit pas. Ok. Non. Ce que je veux dire, c'est que quand on est un auteur, je pense pas qu'on explore 100, 600 000 thèmes. On se débrouille déjà avec ses névroses pour en faire des histoires. Mais ça peut être oui, des genres différents. Par exemple, ma première BD, c'était un polar que j'ai coécrite avec un policier en activité. Ok. D'ailleurs, j'en ai écrit un deuxième avec lui qui est sorti il y a quelques mois et il y en a deux autres en préparation. Euh, un qui est quasiment fini et l'autre qui est en cours de storyboard, justement. Ok. Mais j'ai écrit aussi une comédie dramatique, un récit d'aventure, une série d'aventures, d'après une histoire vraie, donc très documentée. Ok. Et puis, étonnamment, j'ai plutôt gagné ma vie quand j'étais scénariste avec la comédie. Et j'ai pas trop écrit de comédie. Il y a de l'humour dans ce que j'écris, mais c'est pas de la comédie pure, alors que c'est un genre Ok. que j'adore, mais il va falloir que je m'y colle. Donc, non, justement, ça, c'est un truc que permet la bande dessinée, c'est que si on est convaincant auprès de son éditeur, on peut aborder un peu ce qu'on veut, Mm. alors que dans le cinéma, par exemple, si vous avez fait de la comédie et qu'un jour vous dites je vais faire un western, on va vous dire non, Coco, Ouais. toi, ton Plus truc, c'est la compliqué. comédie, c'est insupportable. C'est plus compliqué, effectivement. Et du Ouais. coup, qu'est-ce que, enfin, pour toi, qu'est-ce qui nourrit ta créativité? C'est le fait de consommer d'autres médias, de consommer de la BD, de sortir, ou les Alors proches qui non. t'inspirent? Bon, d'abord, je parlais en rigolant tout à l'heure de mes névroses parce que juste, j'ai des histoires à raconter. Et en fait, si je dois, je m'en débarrasse parce que je les ai dans la tête pour les mettre dans la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça, Un moi, petit après, côté j'y pense cathartique. plus. Ouais, exactement. Après, non, je me nourris pas. Enfin, je suis un super fan je lis comme tout le monde. J'adore ça, mais j'essaie de ne copier personne parce que ce qui m'intéresse chez les auteurs aujourd'hui, plus ça va, plus c'est justement ce qu'ils ont de singulier. Et donc même, je suis reconnaissant de les amener, de m'amener dans leur imaginaire. Ok. Marcel Pagnol, qui est un de mes héros, je sais que pour beaucoup de gens c'est rasoir parce qu'ils l'ont fait à l'école, mais moi j'adore Pagnol. Il a dit un truc du style soyez vous-même, c'est votre seule manière d'être original. Et je trouve ça hyper beau. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est... Gratuit. Ouais. Oui, c'est un peu la phrase sois toi-même, tous les autres sont déjà pris, quoi. Tout à fait. Et Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, hein, non, mais moi j'aime bien quand les gens m'emmènent dans leur univers. Donc ok. j'essaie de vous emmener dans le mien. Et du coup, comment t'es passé de l'audiovisuel à la BD? C'est parce que toi, tu consommais beaucoup de BD ou il y a eu une rencontre et tu t'es dit, ah, mais en fait, c'est un peu le même travail scénaristique? Non, oui, je suis un fan de BD, j'ai toujours été. Ok, En fait, la question c'est plutôt pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, parce qu'en fait j'adore ça. Mais ok. j'étais embarqué dans des histoires d'audiovisuel, ce qui est quand même très prenant. Et je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé plus tôt. Et puis un jour ça m'est apparu, j'ai dit, faut que je tente le coup, quoi. Ouais. Et, et quand j'ai commencé et que j'ai vu à la fois.
Bon, moi j'ai eu du bol, ma première BD a eu un prix tout de suite, etc., etc. Donc c'est un accueil assez chaleureux. Mais avant même qu'elle soit récompensée, parce qu'on s'en fiche un peu des récompenses, c'est un peu puéril, ça fait plaisir et surtout ça vous présente au monde entier. Mais c'est surtout quand j'ai vu que je pouvais être maître d'œuvre, parce que dans le cinéma ou dans la télé, vous écrivez votre truc, on va monter le financement sur votre écriture en partie, et c'est beaucoup d'argent souvent. Et puis une fois que c'est fait, on vous dit bon bah salut. Vous dites ben non, Ah, j'avais ok. encore des trucs à. Non non mais c'est bon, laisse-nous faire. Et moi j'ai été très malheureux dans ma carrière de scénariste de voir ce que sont devenus les trucs que j'ai écrits. Je dis mais Parce que non mais t'as faites pas pas ça. de, t'as pas ton droit de regard jusqu'au bout finalement. C'est, tu Ah vends le non non projet et non non. après Enfin ouais, il faut se c'est. battre etc. Mais Ok, généralement en France alors à la télé c'est le producteur et au cinéma ok. c'est le réalisateur. Et si vous dites non non fais pas ça, c'est une grave erreur. C'est horrible à vivre. Or dans la BD je suis le maître d'œuvre. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, tout se fait en bonne intelligence avec le dessinateur, mais c'est moi Oui, qui le mais. choisis, par exemple. Donc Ok. déjà, c'est pas pareil. Je vais éviter de prendre quelqu'un qui comprend rien à ce que je fais. Et puis, on va assurer le suivi et recommencer. Une de mes BD que j'ai écrite, qui a eu pas mal de succès, qui s'appelle Tananarive. Je l'ai faite avec une grande star de la BD qui s'appelle Sylvain Vallée. Ça devait être un scénario initialement enfin, c'était un scénario initialement de cinéma. J'ai même Ok. failli le faire 2 fois, puis ça s'est pas fait. Ok. Et je l'ai adapté quand j'ai commencé à faire de la BD. J'ai dit, oula, attends, celui-là, je vais l'adapter. Donc j'ai fait un vrai travail d'adaptation en revanche. Hein. J'ai pas fait mon feignant, j'ai pas juste filé un Ouais. truc comme ça. Et ben, la BD que c'est devenu, euh, c'est en tout cas est plus conforme à n'importe quel film que j'aurais pu faire. Ok. Parce qu'on peut vraiment s'arrêter sur chaque petit détail, chaque petit virage, chaque machin, et on va le recommencer jusqu'à ce qu'on soit content. Hmm. Et du coup, peut-être que ça deviendra un jour un film, parce que évidemment, les Ah, on peut dialogues, ils vont être. l'adapter, hein. Mais moi, je sais que moi, je m'arrête là. Le truc que je voulais vous raconter, il est là. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais de un peu de véracité avec le fait que tu aies travaillé avec un vrai policier toujours en service. Est-ce que pour Cléos, tu as fait des recherches particulières ou comme ton co-auteur connaissait quand même pas mal de choses, ça a aidé et t'as pas dû faire autant de recherches que tu aurais dû? C'est ce que tu me demandais tout à l'heure à propos de l'inspiration. Aussi, moi, parfois, pas toujours, mais parfois, j'aime bien voir comment se passent vraiment les choses. Hmm. Pourquoi? Parce que d'abord, peu de gens le font. Parce que, alors, parmi les scénaristes ou parmi les prods, il y a beaucoup de gens qui sont un peu feignants. Donc, en fait, on va redonner aux gens ce qu'ils ont envie sans vérifier si c'est vrai. Ok. Et moi, j'aime bien voir mais comment ça se passe exactement dans la police ou comment ça se passe exactement la Grèce en -500. C'est organisé comment? Tout simplement parce que d'abord, il y a souvent des surprises hyper intéressantes. Et ensuite, le réel, il peut être très inspirant. 2 exemples. Euh, dans les polars, moi je fréquente des keufs du fait du sport, enfin des trucs comme ça. Quand ils me racontent leurs vraies histoires, je dis mais c'est dingue, personne ne raconte ça, c'est hyper intéressant. Bah, du coup, moi je vais le faire. Ok. Ça raconte beaucoup de choses sur notre société. Je raconte toujours ça, mais vous voyez souvent des polars à la télé ou au ciné, en France hein, par exemple. Les gars arrivent, ils disent bonjour capitaine Megan. Personne ne fait ça dans la police, jamais en France. N'importe qui a passé 2 secondes dans un commissariat, c'est que personne ne s'appelle par son grade. Ok. C'est juste fait pour, de la part des scénaristes, pour qu'on comprenne qu'il y a un rapport de hiérarchie, Ok. comme si on ne pouvait pas le faire sentir différemment, et Hmm. que le personnage s'appelle Megan, alors qu'on s'en fout véritablement de savoir. C'est un langage Ouais. visuel, on va trouver. Donc ce genre de fainéantise, il y en a toute la journée. Là, je parle de petits détails de dialogue, je ne parle même Hmm. pas des trucs de procédure, etc. Or, les procédures dans le polar, etc., ça peut être hyper intéressant. Et pour ce qui est de la Grèce, alors effectivement, j'ai demandé à Serge de m'aider. Donc mes recherches consistaient à l'appeler en disant Serge, comment ça se passait dans tel truc? Mais en vérité, évidemment, il me disait des trucs, donc je vérifiais, ça m'intéressait. Et puis quand on est auteur, c'est un des moments les plus agréables quand on se documente. Si on aime Ouais. les histoires, en vérité, on est content de se documenter parce que tout est encore possible. On- L'imaginaire vagabonde. Moi, sur Cléos, et bon, j'avais lu l'Odyssée, j'ai lu l'Iliade, qui d'ailleurs, euh, je trouvais pas super facile à lire, c'est quand même un peu long, Hmm. un peu fastidieux comme lecture. Mais j'ai lu aussi Hérodote, c'est un peu pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, c'est un peu le père des historiens, c'est un des premiers gars qui a décidé, bon, moi je vais raconter Ok. l'histoire, et qui a raconté tout un tas de trucs sur lesquels les historiens se basent encore. Évidemment controversé parce que le gars, il n'avait pas forcément les bons chiffres, mais enfin, c'est intéressant. Ne Hmm. serait-ce de voir comment lui voyait l'histoire, c'est une manière de voir comment pensaient les gens à cette époque-là.
Et puis Hésiode, par exemple, je parle de ça parce que c'est un détail, mais il a écrit un poème qui s'appelle Les travaux et les jours, je crois, dans lequel il parle des travaux agricoles. Alors ça peut paraître, par rapport à Cléos, complètement, qu'est-ce que ça vient foutre dans l'histoire? Oui, mais moi, ça permet de savoir comment les gens vivaient le temps, vivaient l'outillage, ce genre de choses-là. Ça nourrit quand même, ça nourrit quand même l'histoire. Donc on est très documenté dans Cléos, nous, très documenté, mais on ne le dit jamais. Donc on Oui. vous embête pas avec ça, regarde le vase, regarde le machin, etc. Moi ça m'ennuie personnellement quand je vois une histoire, quand je lis une histoire et que le gars est en train de me rappeler en permanence qu'il a fait son boulot. Non, moi je vous emporte dans une histoire, il y a un personnage, ce qui nous préoccupe c'est ce qu'il va devenir, c'est pas est-ce que la voile elle est conforme à ce qui s'est fait à l'époque, en plus dans notre cas elle l'est pas. Petite parenthèse parce que le bateau c'est un bateau de pêcheur, bon, c'est pas l'intérêt. Mais c'est très intéressant de se documenter parce que ça nourrit l'imaginaire et ça nous amène parfois en dehors des clichés. Ouais. Par exemple, ceux qui liront Cléos verront que bah, le sort des femmes à l'époque n'était pas super quand même. C'était un peu enfermé, cloîtré, C'est vrai. elles avaient des droits, mais pas super des droits. On ne le sait pas trop ça quand on parle de la Grèce. D'ailleurs, on s'en fout généralement, on parle que des hommes. Mais nous, dans nos histoires, il y a des femmes. Et c'est intéressant de voir que malgré tout, évidemment, elles se débrouillaient. Mais moi, je trouve, moi, quand j'apprends ça, tout de suite, ça me donne des idées de scènes, de personnages. Voilà. Non, mais c'est vrai que on sent dans l'univers que c'est pas juste en surface, que ça a été quand même creusé et que ça se pose dans un contexte qui est réfléchi. Et donc, même si c'est très sur l'action, parce que de toute façon, c'est une BD et c'est pas une BD de 400 volumes, donc tu peux pas non plus passer 100 ans sur l'univers, mais il y a l'univers qui est autour, on sent qu'il est là, qu'il est pas fake, entre guillemets, c'est pas un truc de théâtre. Et du coup, c'est hyper agréable parce qu'on peut suivre l'histoire tout en ayant tout un contexte autour qui est crédible finalement. Oui, oui, bon, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, j'appelle avec un peu de mépris, jugez-moi, les BD de CDI, les BD qui sont des BD historiques, mais qui, en fait, sont à base de justement. Alors, comment ça va, amiral Megan, depuis la bataille du 6 avril 1786 où nous avons perdu 4 vaisseaux? Ça m'ennuie, ça, je m'en fous. Moi, je veux une histoire. Par ailleurs, si à l'intérieur de ça, on peut apprendre des choses, etc., oui, mais l'histoire prime. Tu vois ce que je veux dire? Ok, C'est ce que j'essaie de faire, en tout cas. ok. En tout cas, une petite pensée à nos dames du CDI. Force à vous. Oui, on les adore, hein. Merci. C'est pas pour vous, hein. Mais juste prenez des meilleures BD avec des Si- histoires. Franchement, en vrai, ces dernières années, je trouve que dans les collèges et lycées, ça s'est vachement amélioré. C'est vrai que moi, Ah, c'était pas fifou, quoi. il y a des mangas. C'est vrai, c'est vrai. On méprise un peu moins les mangas. Ah non, oui, mais il y a même carrément des clubs de mangas dans les collèges. C'est cool. Ça, c'est hyper cool. Et bah, forcément, ton ancien métier t'aide pour les scénarios. Est-ce que c'est pour toi la même chose ou tu travailles quand même un petit peu différemment? Non, oui, je travaille différemment. Euh, alors, d'un point de vue purement technique, j'essaie d'être le plus précis possible, accessoires, machin, etc., parce que tout va être dessiné. Mais surtout, la grande différence, il y a deux grandes différences entre, alors je vais être un peu théorique là, accrochez-vous, entre le cinéma et la BD. Donc la BD, sa spécificité, c'est que c'est des cases qui se succèdent. Ok, il n'y a aucun art qui fait ça. Ce qui fait que quand vous ouvrez la page, c'est pas moi qui le dis, hein, là je reprends les grands théoriciens du genre, mais quand vous ouvrez la double page, vous avez tout de suite ce qui va se passer. Dans un film, vous ne savez pas ce qui va se passer. Ça se déroule comme ça. Dans la BD, tout de suite, clac. Et après, votre regard circule. Donc, le travail du scénariste, c'est de savoir que, alors, le dessinateur va se débrouiller, mais moi déjà quand j'écris, puisque écrire c'est quand même mettre en scène un peu déjà, j'écris en sachant les pages qui seront l'une en face de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Euh, et puis, dans le cinéma, il y a le mouvement. Euh, dans la BD, c'est une succession de photos. Alors, je caricature, il y a des gens qui arrivent à recréer le mouvement, on peut faire tous les styles, etc. Mais quand même, grosso modo, si c'est, en tout cas pour ce qui me concerne, case après case, ça va être une succession de moments. Pardon, je vais tousser, attention. Et donc, du coup, cette écriture-là, il faut la prendre en compte. Moi, j'aime bien les BD aérés, donc j'écris planche par planche. C'est-à-dire que je dis, planche 1, il se passe ça, tac, 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 tac. Planche 2, il se passe ça, tac, 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 tac. Parfois, je me trompe.
Parfois, le dessinateur me dit, ah, mais moi, planche 2 je trouve que ça va un peu vite. J'aimerais bien faire deux planches avec ça. Donc, on discute pendant 600 ans. Parce que si on décale, du coup, on décale aussi les vis-à-vis. Vous me suivez? Mais grosso modo, par exemple, euh, le tome 2, le tome 2 de Cléos, que vous n'avez pas encore lu puisqu'il sort le 26 avril, euh, je crois qu'il faisait genre 70 planches. On appelle ça des planches dans le métier, ça fait un peu, je me la raconte, mais on appelle pas ça des pages. On appelle ça des Oui, planches. oui. Et ben finalement, il en fait 72 parce que en lisant le storyboard, j'ai dit à Amélie, oh là là, attends, ça va trop vite ce truc-là. Il faut qu'on délaye un peu. Ah oui, clac. Donc en le voyant, on peut changer. Donc ça, c'est les trucs qui sont spécifiques à la bande dessinée. Sinon, moi, évidemment, je suis pas trop en territoire inconnu, puisque c'est un langage visuel, je le disais. Moi, je dialogue pas trop, enfin, j'adore dialoguer, hein, mais je mets pas des tartines, parce qu'à titre personnel, quand je lis des BD où il y a des bulles avec plus de quatre phrases, j'en peux plus. Ok. Donc j'essaie quand même de... Et puis j'aime bien laisser la place à l'imaginaire du lecteur. J'aime bien laisser des silences. J'aime Ok. bien être laconique. D'ailleurs, un grand théoricien du scénario qui s'appelle John Truby. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est John Truby ou Robert Mackie a dit que le scénario, c'était l'art de la concision. C'est-à-dire raconter le maximum de trucs en le moins d'effets. Ok. Euh, Plutôt que de tartiner la vie de quelqu'un, si vous pouvez le faire comprendre dans le courant de l'action, ah tiens, il est médecin, hop, on l'a appris comme ça au détour d'une phrase ou d'un vêtement ou d'un machin, c'est quand même plus intéressant. Donc tout ça, tout ce genre de trucs, ça fait partie du métier d'écriture scénaristique habituel, j'ai envie de dire. Ce qui est important, il me semble, c'est que vous allez peut-être être d'accord avec moi, mais il y a 20-30 ans, Pixar est arrivé avec les films d'animation. Ils ont fait des films d'animation qui n'étaient plus strictement pour enfants, mais pour ados, pour adultes, avec 15 niveaux de lecture. Derrière sont arrivées les séries avec des trucs de 30 heures incroyables. On se croirait dans une qualité d'écriture comme les romanciers du 19e siècle. Les mecs ont mis le niveau là. Donc aujourd'hui, quand on écrit, il me semble que c'est important quand même d'avoir conscience que les gens ont une grande culture, que donc ils sont pas sots. On peut se permettre des ellipses, des machins, des flashbacks. Les gens en général sont quand même très éduqués. Et donc du coup, ils ont aussi l'habitude d'un certain niveau, quoi. Et Ouais. donc il faut quand même, il faut être un peu ambitieux, il me semble, hein, peut-être je me trompe, hein, mais on peut être un peu ambitieux. Bah après, oui, si on veut être publié ou si on veut être lu, en tout cas, c'est bien de se mettre quand même un petit objectif et avoir en tête que on peut briller comme les autres. Oui, c'est-à-dire, après, ça veut dire, pour le travail d'écriture, je parle là d'histoires qui vont se développer sur 100 pages, etc. Il faut des personnages qui sont quand même un peu épais, qui ont plusieurs dimensions. Mm. Il faut que l'histoire, euh, elle soit très, très structurée, charpentée, il doit se passer des choses. Oui. Bon, après, je dis ça, tous les goûts sont dans la nature. Je vois plein de BD qui me tombent des mains, qui marchent super bien. Donc, je ne dis pas que Oui, ça j'ascense c'est tout ça. vrai, mais Je bon. parle vraiment de mon travail perso. Il y a une telle productivité, puis parfois, il y a des BD je ne saurais pas le faire, moi, j'aimerais bien en faire, mais il y a des BD, c'est juste des successions de strips, vous savez. Trois Mm. cases, blague, trois cases, ça peut être génial. Derrière moi, j'ai Calvin and Hobbes, Oui, et je ne sais pas si vous connaissez, c'est une je œuvre connais, ouais. extraordinaire d'un mec qui a arrêté en 95, je crois, il a arrêté, c'est encore sublime. C'est des strips, hein, qui passaient Oui. dans la presse, mais ça, au bout de 10 volumes, c'est une œuvre extraordinaire. Et du coup, est-ce que tu as un process pour travailler Tu travailles plutôt le matin Tu as besoin d'aller comme les auteurs dans les films à l'extérieur Avec une pipe, comme ça, ou en terrasse Alors moi avec j'avais une plus la terrasse, référence on se dit bonjour. moi j'avais plus la référence des auteurs qui vont dans les Starbucks pour se la péter, tu vois. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'être entourés de monde avec du bruit pour Ah, il y travailler. en a qui travaillent comme ça. Ouais, absolument. C'est un peu comme les méthodes d'acteurs. Ce qui vous va. C'est ça. Donc, le seul truc que je peux dire, il y en a qui aiment travailler au café, très bien. Il y en a qui ont besoin d'être à 5 heures du matin avec le chat sur les jambes, très bien. Tout ce qui vous va. Le seul truc que je peux dire, c'est que si on veut faire ça sérieusement, et donc je vais dire un gros mot professionnellement, il faut le faire tous les jours. Voilà. Ok. Et donc moi, je ne suis pas très discipliné au sens où je vais travailler dans le métro parce que je dois aller à l'autre bout de Paris et que j'ai mon téléphone. Et finalement, pendant une heure, je travaille très bien parce qu'en en fait, il n'y a rien d'autre à faire dans le métro. Mm. Euh, donc ça va varier. J'aime bien travailler le soir.
Une fois que voilà, que toute la maison est éteinte, etc. J'aime bien bosser le soir. Mais ce qui est sûr, c'est que je bosse tous les jours et que mon truc, il doit avoir avancé tous les jours. De toute façon, sinon, je dors mal. Donc, c'est ça. Ok. Donc, a priori, je suis plutôt. Mais bon, j'ai pas vraiment de rituel, non. J'ai pas Plutôt vraiment de rituel. discipliné, mais Je suis pas de rituel discipliné au sens particulier. où j'essaie d'avancer. En plus, moi, j'écris plusieurs trucs en même temps. Donc, j'ai des C'est camarades compliqué. scénaristes, ils détestent ça. Eux, ils font un truc, ils sont monomaniaques. Moi, j'aime bien, en fait, passer d'une histoire à l'autre. En plus, comme j'ai plusieurs BD en même temps en ce moment, un coup, je vais recevoir les storyboards de tel Ouais. truc que j'ai écrit. Un coup, je vais recevoir le projet de couverture de telle autre BD. Un coup, je suis en train Effectivement. d'écrire quelque chose. Un coup, je suis en train de coécrire un truc. Donc, il faut avoir quatre ou cinq cerveaux. Il y a des gens qui détestent ça. Moi, ça me va parce que je suis un peu, je prends une boule de nerfs. Et puis, j'aime bien avoir plusieurs cerveaux parce que du coup, quand je reviens à un truc, j'ai un peu de recul parce que j'ai complètement pensé à autre chose. Et ça, c'est hyper précieux, avoir du recul par rapport à son propre travail. C'est vrai. Du coup, on va passer à un sujet qui n'a rien à voir, mais qui peut permettre de donner envie et d'apprendre à te connaître. C'est quoi ton premier souvenir de lecture ou quelque chose qui t'a marqué, qui t'a un peu ouvert à cet univers-là du livre? Je ne sais pas si c'est mon premier, mais j'ai le distinct souvenir d'avoir commencé à lire des Lucky Luke Ok, donc alors la que je ne BD. savais pas lire. Ok, donc Je m'en c'était souviens juste parce qu'il y avait un l'image. signe dans les bulles, un trait vertical avec un point dessous, et moi je disais, ah, il y a un i là. Là, je sais pas ce qu'il raconte, mais au moins il y a un i, ça c'est sûr. Je me dis, il y a quand même beaucoup de i dans ce truc, hein. Bon, évidemment, Ok. des années plus tard, j'ai appris que c'était un point d'exclamation. Finalement, ce n'était Et donc je pas me un souviens i. de ça. Ok, J'ai passé des heures hein, à repérer les i. Voilà. Donc je me souviens de ça, de Lucky Luke. D'avoir. trop D'ailleurs, moi, cool. j'ai lu quasiment que de la BD jusqu'au lycée, quoi. Ah, Et j'ai lu beaucoup de je BD tiens à aussi. dire, pour la défense de la BD, j'adore lire d'autres trucs, il n'y a pas de problème, je vais pas. Mais je tiens à dire, ne laissez jamais. Si vous êtes fan de BD, je vais vous donner un petit tips. Ne me dites pas, ah, il lit que de la BD. En termes de lecture, j'utilise un mot un peu scientifique, de sémiologie. La sémiologie, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la science des signes, de l'étude des signes. La BD est une lecture plus complexe que la lecture simple. Parce que la lecture simple, c'est des mots les uns derrière les autres, avec éventuellement des seules lignes, des machins comme ça. La BD, il y a du texte, du dessin qui ressemble un peu à du texte. Par exemple, les onomatopées, c'est du texte ou c'est du dessin, on ne sait pas trop, etc. Donc, il y a tout un tas de signes. C'est beaucoup plus sophistiqué. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais ne vous laissez pas dire que Oui. c'est de la souche, pas quoi. Parce que la BD, c'est un langage assez sophistiqué. D'ailleurs, il m'est arrivé une anecdote. Il y a quelques mois, j'étais en dédicace. Et les auteurs de BD font souvent ça. Ils vont dans les librairies et puis ils signent les livres. Généralement, tout le monde s'en fout du scénariste, mais généralement, ils aiment bien avoir un dessin du dessinateur. Et puis, il y avait un gars qui achète un de mes albums. Et puis, il revient un peu plus tard avec un autre album. Et avec sa femme. Alors, je dis, ben, je dédicace pour votre femme. Et il me dit, oh non, elle lit pas de BD, elle est prof de français. Bah, c'est dommage ça. Ouais, je dis, bon, asseyez-vous, madame, il faut qu'on discute. Asseyez-vous, on va faire un TED Talk. Ouais. Bon, je m'empresse de dire que c'est pas vrai, il y a plein de profs de français qui sont fans de BD, etc. Mais Oui. ce jour-là, ça m'a bien, Ouais, c'est dommage bien de rigolé. réagir comme ça. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup ce truc de sous-lecture. Enfin, j'ai du mal à comprendre pourquoi, mais nous, Mais tu sais que non. c'est en train de changer. Alors, malheureusement, ça passe par les institutions, parce qu'on a besoin. Mais par exemple, depuis cette année, il y a une chaire au Collège de France, une chaire de BD. Ok. C'est quand même un truc, d'un coup, ouais. Et puis, si tu regardes les ventes Ah oui, non, de mais tout ça. livre confondu, l'an dernier, c'était une BD. Non, mais bien Il y sûr, et avait les le monstre. mangas, à tout casser. Les mangas, et puis il y a des grands auteurs, les mecs comme Riyad Satouf, etc. Ils défoncent tout et c'est super bien. Et donc, il Ouais. y a de plus en plus de gens. Moi, c'est des bibliothécaires qui m'en parlent quand ils viennent en dédicace. Ils me disent, bah, souvent les gens, ils arrivent et disent, bah alors, il paraît que maintenant on fait des BD pour adultes. Bon, ça fait 50 ans qu'on fait des BD pour adultes. Mais Ah ouais, le truc un roman peu de graphique retard. commence à parvenir. Roman graphique est un mot un peu pompeux pour dire Oui, c'est grosse ça. BD en fait. Ouais, non, mais bien sûr. Grosse BD. Alors, les puristes vont dire, ah non, c'est pas exactement une grosse BD. Bon, c'est une grosse BD. Euh, mais c'est un langage super fort. Et puis, on a des grands auteurs, quoi. Il y a de plus en plus de gens qui se voilà. Et donc, du coup, qui s'y intéressent et qui se pointent en bibliothèque ou en librairie. Alors, il paraît que vous faites des trucs comme ça. Et enfin.
Ah, mais moi, ça m'est arrivé parce que, bah, comme je suis influenceuse, même si j'aime pas trop ce mot, sur les réseaux sociaux, forcément, bah, moi, ma famille le sait. Et je sais que mon père a été à un dîner entre amis. Et justement, il y a un monsieur qui est un peu pompeux et qui dit, oh, bah, ta fille, du coup, c'est bon, elle en a pas marre de ses romans d'adolescents et de ses BD. Est-ce qu'elle va se mettre à lire de la vraie littérature? Et c'est sa femme qui l'a taclé à table devant tout le Merci, monde madame. et qui lui a dit, alors déjà, elle lit 100 fois plus que toi. Déjà, toi, ouvre un livre à l'année et on en reparle. Et du coup, c'est dommage de Insupportable. penser comme ça parce que en fait, ça se ferme des portes. Moi, quand on en parlait hier justement en live, ça m'empêche pas d'aimer Les Fleurs du Mal de Baudelaire, mais de lire plein d'autres trucs qui n'ont rien à Oui, voir en fait. évidemment. Donc, Le snobisme, c'est insupportable. Et en fait, bon, bref, ne vous laissez pas avoir intimider sur par ce ça. genre de truc. Vous n'êtes pas obligé de convoquer à chaque fois des grands auteurs de BD pour faire genre oui, mais regardez, je rappelle quand même, je suis obligé de le faire, mais que le prix Pulitzer, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Ouais. l'équivalent du Goncourt, mais aux États-Unis, il a été accordé à une BD en 92, je crois, pour Maus de Art Spiegelman. C'était il y a 40 ans, les gars. Ouais, non, Il y a mais 30 bien ans. sûr. Il y a 30 ans. Est-ce qu'il y a Donc, des livres que alors, tu recommandes à lire, que tu as pardon? particulièrement aimé? Est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes que tu as particulièrement aimé? Il y en a plein. Bon, Il y en a alors, si je vais trop. faire la pub pour un auteur que j'adore, mais je sais que souvent les gens, ils ont un peu de mal. Euh, Parce que je ne sais pas pourquoi, on trouve ça un peu compliqué généralement. Mais moi, je suis un grand fan d'un auteur argentin qui s'appelle Borges. Ok, Et donc, c'est un auteur, il est mort maintenant, et il a écrit que des nouvelles toute sa ok, vie. Alors, je vais vous donner envie de le lire avec une anecdote, peut-être. Donc, c'est souvent des jeux de l'esprit. Il parle souvent de métaphysique, mais à travers des fables un peu complexes. Il y a souvent des labyrinthes, il parle de l'infini. Et c'est un gars qui était, je vais faire un petit lien avec Cléos, qui était aveugle à 40 ans et qui était directeur de la Bibliothèque nationale d'Argentine, le gars aveugle. Homère, vous ne savez peut-être pas, mais s'il a existé, parce qu'on n'est pas sûr qu'il existait, Homère, l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée, on dit de lui qu'il était aveugle. Borges était aveugle, mais il a lu toute la littérature mondiale, parce qu'il faisait beaucoup de préfaces aussi, etc. C'était un mec très érudit qui parlait 5 langues parfaitement. Dans les dernières années de sa vie, à 90 ans, il apprenait le vieil islandais pour lire les sagas dans la langue. wow. Et donc ce gars qui était une grande érudition, qui a lu le Mahabharata, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un chef-d'œuvre de la littérature indienne, il faut une vie pour le lire. Bon, mais lui, je pense qu'il l'a lu 2 fois. Donc c'était un type qui connaissait tout sur tout, et il n'a écrit que des nouvelles. Et il disait, on lui disait, mais pourquoi vous n'avez pas écrit des romans, des machins, justement, quand même, pour écrire des romans. Et il disait, alors je fais très mal l'accent argentin, mais il disait, lui qui était fan de littérature, je tiens à le dire, un tout, lui disait, moi je pense que si on n'a pas tout dit en 50 pages, c'est pas la peine. Et j'étais là, waouh, moi qui adore lire des BD, parce que justement, ça va pas me prendre 6 mois à me farcir un truc de 1000 pages. Je dis merci les gars de penser qu'on a une vie et d'essayer d'un tout petit peu de condenser le propos. Ça ne veut pas dire de le minimiser ou de l'appauvrir, mais soyez sympa. Essayez de faire un peu. Un peu Et plus donc, court. Borges n'a écrit que des nouvelles. Et bah, ses plus célèbres livres, c'est fiction, mais c'est un peu hardcore à lire pour les débutants. Ok. Mais, euh, mais comme c'est des nouvelles, bah, vous aimez pas une, passez à l'autre. Hop, 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 hop. Ok, trop bien. C'est une bonne astuce pour se mettre à la lecture en Voilà, fait. exactement. Et Euh, d'ailleurs, Et d'ailleurs, je tiens à dire un truc. Si parmi les gens qui te suivent, il y a des gens qui veulent écrire, dont c'est voilà, beaucoup. Moi, je vous invite, il ne faut pas écouter les conseils, mais si j'en ai un, c'est écrivez des trucs courts pour commencer. Ne vous lancez pas dans un roman de 600 pages que vous ne finirez pas ou que personne ne lira. Déjà, arriver à tenir en haleine, je ne dis pas de faire des trucs, des super suspens, mais enfin, avoir un truc cohérent en 10 pages. Voilà. Et puis après, encore une autre fois en 10 pages. Et puis encore une fois en 10 pages. Faites lire, comme ça les gens, bah, 10 pages, ils les lisent, hein. Ils vous en parlent, vous écoutez leurs conseils ou pas, hein, parce que c'est toujours compliqué de savoir est-ce que je dois vraiment prendre en compte ce qu'il m'a dit. Je pense que son avis est un peu pourri. Ou ah ouais, quand même, ça fait 4 personnes qui me disent ça, c'est un peu embêtant parce que je voulais pas du tout rencontrer ça et tout le monde a compris le contraire. Il y a vraiment un problème. Donc, il faut quand même il faut éprouver son écriture, hein. Mais écrire des trucs courts au début, c'est bien. Faire des trucs courts au début, c'est bien.
Si vous n'arrivez pas à rendre cohérent et intéressant un truc de 10 pages, il y a peu de chances que vous y arrivez pour un truc de 1000 pages. Et en plus, c'est intéressant d'essayer de, de- de condenser son propos parce que ça oblige à comprendre bien ce qu'on raconte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien cogiter avant. Attends, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Qu'est-ce que j'ai envie de communiquer? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Ah ouais, c'est ça. Donc, je vais essayer de le goupiller comme ça. Je vais charpenter mon histoire. Voilà. Donc, voilà, moi, je trouve qu'il vaut mieux lire une bonne nouvelle qu'un mauvais roman. C'est vrai. Ça marche pour les BD aussi. Oui. Bah, merci beaucoup pour ce conseil. Le chat, si vous avez des questions, c'est le moment. Et moi, j'attends avec impatience l'anecdote Jonathan Cohen, évidemment. En plus, qui colle parfaitement avec son prénom. Tout à fait. Mais je pense que ça n'a malheureusement aucun rapport parce qu'on a travaillé ensemble. Il y a peu de chances qu'ils se. Non pas qu'ils se souviennent de moi, mais bien qu'ils me répondent plus au téléphone. Je te le dis, Jonathan, si jamais tu es à l'antenne, Alors là, essayer de me si rappeler. Jonathan Cohen passe par là, ce serait incroyable. Ça a l'air d'être un gars un peu occupé, très productif. Légèrement, surtout ces derniers temps. Oui, je vais la dire l'anecdote, mais d'abord, enfin, si vous avez des questions, je les prends parce qu'après tout le monde va aller manger. On me dit t'es à une personne de Jonathan Cohen. On est souvent à une Ah bah, personne de quelqu'un, hein, sachez-le, hein. ouais. Sans que vous le Non, on est à sachiez. 7 personnes de tout le monde sur Terre, paraît-il. C'est vrai. Donc moi je suis à une personne de Jonathan Cohen. J'étais déjà à une personne de Jonathan Cohen, Yo-Yo, parce que je connais le meilleur ami de Gringe. Donc c'était déjà une personne de Jonathan Cohen. Absolument. Je pense que tu auras plus de chances de le toper par là que par là. Gare à toi, Une BD Jonathan. préférée à conseiller, je vois des gens qui disent ça. Je suis désolé, hein, je regarde sur Oui, le. bah, non, mais t'as raison, t'as raison. Waouh, c'est le truc horrible, hein, Ah BD bah oui. préférée à conseiller. Non, évidemment, j'en ai pas à conseiller, j'en ai 600 000 à conseiller. Peut-être la Euh, dernière que t'as lue et que t'as vraiment aimé. Ouais, bah chez Grand Angle, j'ai bien aimé Celle qui parle. Attends, je crois que je l'ai là. Moi, elle est loin. Je l'aime, mais elle est loin de moi. Celui-là, attends, moi je l'avais, je l'ai rangé où? Celle qui parle, pardon, je veux pas faire attendre les gens 1000 ans. Bon, bref. Attends. Ah ouais, j'ai bien rangé, normalement j'ai tout rangé l'autre jour. Bon, je sais pas où elle est. Celle qui parle, c'est écrit par une autrice, on dit autrice. Je suis Ouais. désolé, ça fait ringard, mais j'aime pas ce nom. Je préfère dire Ça auteureux. fait un Bon, gars. je trouve ça Tu plus dis que joli, c'est il plus y, y chantant. a des autrices qui aiment pas le mot autrice. Nous, on aime bien le mot autrice pour faire chier les machos, tu vois. Mais Ouais, mais après, je suis pas macho, mais ça fait motrice pour moi, ça fait motrice. Alors, du coup, ça, je sais pas, ça fait. J'aime moins que auteur. Je trouve ça, oui, c'est chantant. Bref, elle est espagnole et elle a écrit une histoire d'après. Alors, je sais pas si les gens voient qui est Cortés, conquérant espagnol qui a fait beaucoup de mal à l'Amérique, mais qui est un mec par ailleurs fascinant. Et il avait une interprète. La légende, enfin, c'est pas une légende, c'est pas forcément quelqu'un qui a existé, qui était une indienne. Alors, il y avait plein d'ethnies différentes. Euh, une amérindienne. Et elle s'est emparée de ce mythe et elle en a fait un vrai personnage. Et c'est hyper intéressant parce qu'elle travaille sur le langage. C'est souvent un truc qu'on ne traite pas en BD. Je sais pas si moi je suis un grand fan de Corto Maltese par exemple. Corto Maltese, il va en Sibérie, il va au Pérou, il va machin, il parle avec tout le monde, il n'y a aucun problème. Moi je trouve ça intéressant d'étudier les problèmes de langage. Et là il y en a plein puisqu'elle est interprète et il y a différentes ethnies. Et donc elle traite ça graphiquement en plus, c'est assez beau. Pas seulement, évidemment, elle traite le fait de commencer d'être l'interprète d'un mec qui est en train de s'emparer du continent où elle a vécu. Mais évidemment, là où elle est forte, c'est que l'autrice, l'auteur, c'est très ambigu comme histoire, c'est complexe. C'est pas ces salauds de conquérants et ces pauvres Amérindiens. Elle rend le truc beaucoup plus riche. Voilà, j'espère que je vous l'ai teasé. ouais, ouais, je l'ai dans ma pile à lire parce que je l'ai piqué Mais oui, ben oh, chez punaise, Grand ça Angle. m'énerve. J'avais mis de côté. Je voulais vous montrer la couve pour que vous la reteniez parce qu'elle est super belle. Moi, je leur montrerai sinon après. Ouais, ouais, s'il te plaît. Ouais. Je vais leur Allez. montrer. Ouais, bah, bon, bref. Mais ouais, elle a l'air super, ça a l'air super bien et justement, c'est hyper intéressant cet angle-là. Parce qu'en plus, moi, on m'avait dit justement que ça avait été déjà traité avec cette protagoniste, mais que c'était toujours soit
la fille un peu bébête qui s'était fait avoir par les colons, entre guillemets. J'adore. Ou alors c'était la pauvre sorcière méchante qui s'était retournée contre son propre peuple. Et là, justement, c'était une histoire un peu plus nuancée. Oui, Donc, ce qui est cool. enfin, et ouais, non, c'est plus complexe, plus riche, quoi. Après, moi, je peux parler d'autres trucs, mais je vous ai parlé de Riyad Satouf tout à l'heure. Oui, enfin, c'est intéressant de lire l'Arabe du futur quand même. C'est en 6 tomes, en plus, maintenant, ça y est, c'est fini. Voilà, moi, je trouve ça super, mais bon, Christophe Blain, c'est un grand auteur. Tout ce qu'il fait mais c'est un grand auteur, un grand dessinateur. Et puis dans les trucs plus anciens, voilà, moi je suis un grand fan de Corto Maltese, mais je me demande si c'est facile d'accès pour les gens qui découvrent la BD parce que c'est Mm. crobardé, c'est assez bavard. C'est pas forcément. Bon, après je suis un adorateur de Goscinny, mais comme tout le monde, mais il faut quand même le redire. L'auteur de Astérix, Lucky Luke, Petit Nicolas, Dingo Dossier, c'est peut-être le. Si on parle, on s'en fout de faire des classements des grands auteurs, hein. Mais si on parle des auteurs qui ont eu le plus d'impact Mm. sur la France du XXe siècle, je vous assure que Goscinny, il est large dans la course. Il est Oui, dans le c'est sûr. podium. Tu parles d'impact sur les gens, sur la société, sur le machin. Ouais, bien Il a sûr. créé un univers que tout le monde s'approprie et recite en permanence. C'est sûr. Donc voilà, enfin, il y en a plein et La liste est j'ai pas infinie. cité de fille. Bah si, j'ai cité une fille en plus. Si, si, si. On va pas arrêter. Si, si. C'est gentil d'y penser. Ouais. Bah parce que ça, c'est un truc. Hein, euh, je vous ai dit tout à l'heure que je faisais des polars. J'ai écrit des polars. Et il y en a, un dernier que j'ai écrit qui s'appelle Cristal 417 raconte l'arrivée d'une policière à la crime à 25 ans, parce que ça arrive. Si vous êtes flic, j'en sais rien, comme elle, à Metz, et puis vous avez envie d'aller à la crime, vous faites un stage, vous demandez à faire un stage, vous faites un stage. Et si jamais vous êtes bien noté, on est susceptible de vous rappeler. Et elle, à 25 ans, elle découvre la crime, Paris, et puis des flics qu'elle révère. Donc elle est un peu dans le sein des seins. Euh, et ben, un des phénomènes de ces 20 dernières années dans la police, c'est l'arrivée des femmes, massivement. Pas au commissariat, hein, mais dans les services spécialisés. C'est vraiment un phénomène. C'est un peu partout dans le droit comme ça. Vous allez dans une fac de droit, il n'y a que des meufs. Les magistrats, les avocats, que des meufs. Et dans la police aussi. Et ben, dans la BD, c'est comme dans la police. Il y a eu une arrivée massive de femmes. Euh, donc, à titre personnel, je me fous complètement de savoir le sexe de la personne qui a fait l'histoire. Vraisemblablement, certains pensent qu'on n'a pas le même imaginaire. Moi, je crois que ça n'a. Enfin, en tout cas, viens d'écrire 3 histoires dont le personnage principal est féminin. Je me suis jamais demandé si j'étais légitime ou quoi, parce que je pense qu'on est d'abord des individus et tous avec nos trucs. Donc pourquoi. Non, non, Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne fais pas de la BD depuis longtemps, mais si j'écoute les collègues, et notamment les plus anciens, c'était un milieu de mecs Mm. un peu Ouais. étouffant. Et maintenant, il y a des filles partout, et surtout des filles jeunes. Il fait que tout le monde surveille un peu ce qu'il dit à table, et c'est pas dommage. Ah bah oui, maintenant on a Si, qui est une autrice connue. Oui, Celle c'est qui a ça. écrit Culotté, dont le nom Pénélope m'échappe, Bagieux. Pénélope Bagieux, que j'adore. Donc Bah, il y en y a a plein. Bah, il y a Amélie Cosse, dessinatrice avec qui je travaille. Il y a Chloé Cruchaudet, c'est super. Il y a Virginie Augustin. oui, C'est oui, il y hyper a bien, plein Virginie de Augustin, ce qu'elle fait. Il y en a plein. plein d'autrices qui font des trucs chouettes. Donc Mm. ça c'est bien. Je sais pas si vous avez fini les questions, les virgules, si on a répondu à tout ce dont vous aviez en tête. Je pense que oui. Je pense que Je te laisse regarder le machin, hein, c'est oui, toi oui, qui. non, oui, oui. Parce que J'attendais moi, qu'il se prononce. Et prononcez-vous, taisez-vous à jamais, les virgules, c'est maintenant. Ça va, ils ont été sages, en vrai. c'est vrai. Ouais, ils ont été sages. Ils peuvent être moins sages. Je les Qu'est-ce qu'ils connais. font quand ils sont pas sages alors? Je suis curieux de savoir. Alors déjà, Ils- c'est ils- moi qui prends quand ils sont pas Ah, sages. ok. Ils me jettent sous le bus, tu vois. Ah, mince. On est Ah, c'est des anges. violent On les est réseaux. super sages. Ouais. Fran, oui. Fran est super sage. On est sage. Après, j'ai ma modératrice qui est là et c'est celle qui rigole pas, celle-là. Ah J'ai ouais, deux ça se trouve, elle a eu le goût de modératrices. sa vie tellement elle a dû modérer aujourd'hui. Non. Non, elle a même pas eu à modérer. Peut-être la modératrice a une question. Oh bah la modératrice, enfin Mimou c'est celle qui est raisonnable et sage et Dark Pally c'est celle qui est
C'est le petit démon du duo. Ah, faut dire avec un pseudo pareil, Ça, c'est sûr qu'il fallait s'y elle annonce attendre. un peu la couleur, quoi. C'est une amie belge. Les Belges sont hilarants, mais attention, ils ont un double tranchant de bêtises. On les Ah, voit, hein. c'est sympa. Tu me l'as bien vendu là. Est-ce qu'on a mérité l'anecdote Jonathan Cohen? Ouais, ok, je vous raconte l'anecdote et puis après tout le monde va me dire. Les enfants, les enfants veulent l'histoire avant d'aller au lit. J'espère que je vais pas vous décevoir, mais c'est un peu, ça va être déceptif, je sais, hein. Non, déjà Non, tu vends mal là. c'est juste pour, vous répétez pas cette anecdote hein, parce que je l'ai jamais racontée en public, hein. Alors soyez, les C'est virgules c'est pour entre nous. raconter mon désespoir dans le monde audiovisuel et pourquoi je suis tellement content de faire la BD maintenant. Il y a fort longtemps, j'avais coécrit un film et j'étais entre guillemets l'auteur principal. Et la boîte à qui le produisait, c'était pas une boîte, c'est une boîte un peu qui faisait que des formats courts et qui allait faire son premier ou deuxième long métrage. Donc c'était chaud. Et il fallait s'occuper du casting. On avait besoin d'acteurs jeunes et pas trop connus parce que d'abord, on n'a pas les moyens. Et alors, il se trouve que dans une autre vie, j'ai fait beaucoup de théâtre. Ça donne pas forcément le droit de connaître les acteurs, quoi que ce soit. Mais enfin, je pense avoir euh, Une vision je sais comme ça. pas, un sens de ça. Vous Ok. allez juger ou pas. Et donc, j'insistais pour qu'ils prennent dans le quatuor des personnages différents acteurs, dont un, je disais tout le temps, il faut prendre ce mec-là. Le film a été long à se monter. Je vous raconte pas comment c'est long, hein. C'est des années, hein, ça peut être des années pour monter un film. Et, euh, et donc, je sentais qu'il y avait un flottement dans l'équipe, ils ne savaient pas trop tous, enfin, de mon point de vue, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, etc., etc. Et donc, j'insistais. Et un jour, le producteur m'a dit, et un jour, j'encadrerai cette phrase au-dessus de mon bureau. Le mec m'a regardé, il m'a dit, toi, tu commences à me casser les couilles avec ton Jonathan Cohen. Cette phrase, donc Jonathan Cohen était inconnu à l'époque, et j'étais en train de me dire, mais il y a du talent là, il est devant vos yeux, vous le voyez pas? C'est pas vrai, prenez ce mec. Je me suis fait insulter. Bon, ils l'ont pris au final, Waouh. hein. Mais il a pas été très heureux sur ce tournage et ça se voit. Oh non, le Ah Jonathan, si, le Joko, le ouais, Joko qui n'était pas heureux. Ah non, mais ça ouais. c'est sûr que il est hilarant. Vraiment, il est hilarant. Il est hilarant, mais pas que, il est bosseur aussi. Il est bosseur, il a le souci enfin, le temps que je l'ai côtoyé, hein, je suis pas un intime, hein, mais en tout cas, on s'était bien rencontrés sur ce tournage, enfin, sur cette préparation en tout cas. Et il est préoccupé par le sens pas le sens de ce qu'il, oui, que ce qu'il fasse soit cohérent, soit pertinent. Enfin, il est bosseur, quoi. Ok. Alors, et quand vous faites de la comédie, il faut être très sérieux dans la manière de le faire, parce que sinon, ça se part vite en sucette. Ça se barre vite en sucette, et c'est malheureusement ce qui m'est arrivé dans les trucs que j'ai pu écrire, c'est que si c'est pas tenu, ça se délie comme ça. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'était pas heureux sur ce tournage. Moi, je me suis fait insulter pour avoir dit à tout le monde, prenez ce mec, les gars, il est super. Ah ouais, bah les insultes, comme nous dit Nanomic, celui qui a dit ça doit se retourner dans son sofa parce que purée. Je pense que il se retournerait s'il était conscient de, Ouais, de la parce qu'il a bêtise. fini par le prendre, mais je pense que c'est un peu de mon point de vue, hein, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Pour moi, c'est pendant des années dans l'audiovisuel français, les scénarios ça allait pas parce que personne savait trop comment ça marche et donc les producteurs ils savaient pas lire, donc ils Hmm. savaient pas vraiment apprécier un truc. Vous pouvez avoir un bon goût, un mauvais goût, je conteste pas ça. Mais si par exemple votre métier c'est garagiste et qu'on vous amène une bagnole et que vous n'êtes pas capable de faire la différence entre, je prends une métaphore de bagnole, je ne connais rien en bagnole, mais je laisse tomber là-dessus. Entre le moteur et le volant, c'est compliqué de dire, regarde, ben, j'ai un problème avec le volant ou le moteur, je sais pas trop. Hmm. Donc il faut quand même avoir les mots de son métier. Donc il faut quand même savoir comment ça marche un scénario. Donc petit à petit, tout le monde s'y est foutu un peu. Chacun a fait son petit stage ici et là, et les gens ont un peu une idée de ce que c'est qu'un scénario. Et donc quand ils le lisent, si jamais il y a des problèmes, ils peuvent arriver un peu à poser des mots sur leur ressenti. Ça m'est arrivé, à moi, mais à mille autres copains ou copines avec qui font le même métier, de passer une heure à discuter avec un producteur ou n'importe quoi de truc que j'ai écrit et d'essayer de traduire en français ce que la personne me dit. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Alors, tu as envie que le gars te dise, tel personnage n'est pas crédible ou à tel moment il y a un ventre mou parce que bon, il faut juste essayer de décoder. Bon, tout le monde s'y est un peu mis.
Et pour moi, il y a un truc dans le cinéma, et j'ai pas envie d'en parler pendant 2 heures parce que je préfère la BD. Et l'audiovisuel, c'est que les gens ne connaissent pas les acteurs, ne savent pas comment ça marche, ne savent pas les choisir donc. Et donc, il y a des Ok. trucs aberrants. Tel machin a fait, tel mec a fait un carton dans la comédie, on va le remettre dans des comédies tout le temps, etc. Et Ouais. c'est navrant. Et enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Ça commence à bouger un peu quand même parce que bah justement avec Jonathan Cohen puisqu'il a quand même pris Adèle Exarchopoulos ou je n'arrive pas à dire son nom à cette femme Elle est pas démente, elle. Elle est pas où extraordinaire, cette actrice. elle a quand Si. même fait la vie d'Adèle et derrière elle nous fait le flambeau quoi, genre c'est incroyable. Oui, absolument. Donc, en tout cas, lui, s'est pas posé cette question. Mais bon, la nana était déjà, tu vois, Ah oui Cannes, oui. super connue. Ah Moi, je te oui oui parle de bien sûr. dégoter des gens qui sont Oui, pas forcément. ok. Aller prendre des gens qui sont connus, c'est plus facile. Même si faire ce qu'il a fait, alors je ne pense pas que ce soit le premier, mais en tout cas, prendre quelqu'un qui est, comment dire, catégorisé film dramatique, Hmm. etc., pour le mettre dans une comédie, chapeau. Au contraire, bien Ouais. sûr. Mais nous on est très contents de t'avoir en BD en tout cas. Moi j'ai adoré Cléos et j'espère pouvoir te lire dans d'autres BD. À mon avis oui Bah, puisque déjà, le plein 2 qui de... arrive dans Oui, moi deux je l'ai mois, deux déjà. mois et 20 jours. Moi, Comment? je l'ai déjà. Ah, toi, t'as Et ouais, je les suis ancrages, dans... le storyboard. Ouais, je suis dans les Ah, coulisses. comment t'as pas le droit de raconter ce qui se Et non, j'ai pas le droit de passe? raconter, mais Fabrice me fait confiance, donc il me l'a envoyé. Euh, Mais en tout cas, bravo, tu as le record de l'interview la plus longue après Anthony Combrexel, qui est un auteur de fantastique et qui est très bavard. Ah, pardon, désolé, il fallait me Ah non, mais couper. nous, on adore, hein, y a pas de souci. C'est l'avantage de Twitch, c'est qu'on peut parler longtemps. Donc ça, c'est Ah bon, on chouette. peut pas longtemps, mais on peut être aussi ennuyeux longtemps. Je ne pense pas que les gens étaient ennuyés, sinon je pense qu'on me l'aurait dit. Quoique Ok. ils sont sages, donc je pense pas qu'ils auraient dit c'est nul. Mais non, non, en plus t'avais des auteurs dans le chat, donc ça peut être Ah chouette bon? aussi de... Ah ben, ils ont pas trop dit, mais n'importe quoi. Qu'est-ce Non, qu'il raconte? Mais non, c'est des n'importe auteurs quoi. très gentils. N'écoutez pas ce qu'il dit. Des auteurs de l'imaginaire très très gentils et très talentueux également. Donc Ok. non, ils ont plutôt eu l'air de dire que c'était intéressant et qu'ils étaient d'accord. Bon, alors Pour super. conclure, si on peut conclure sur un truc chouette, le défi hyper dur qui a été proposé, c'est de résumer Cléos pour ceux qui étaient absents en début de live en 5 mots maximum. Ça, c'est le truc hyper dur, les auteurs me détestent. Je peux prendre 2 jours pour répondre ou Ah, pas? bah malheureusement non. C'est hyper dur. Euh, Et nous avons perdu Marc sur cette non, 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 question. non, Bien non, joué non, le chat. j'essaie d'aller à l'économie. 48 heures de live, c'est parti. Faut que ça fasse une phrase ou ça peut être des Ah mots non, genre non, ça peut être des mots random. casserole, brouette, Oui, pompier. oui, exactement. Ah, ça peut. Qu'est-ce que t'as dit, pas entendu? Oui, ça peut être casserole brouette, mais Ah, c'est hashtag quoi. oui, exactement. Hashtag Si tu devais dire Grèce antique. hashtag, Grèce antique, ça fait un mois, je l'ai attaché. Hashtag ok. Grèce antique, hashtag aventure, hashtag Odyssée, hashtag Don Quichotte. Ah, et là vous dites pourquoi Don Quichotte? Et parce que si vous aviez lu Don Quichotte, et j'espère que c'est le cas, vous sauriez que c'est un vieux monsieur qui a lu trop de livres et qui, d'un coup, de chevalerie, et qui se prend pour un chevalier. Eh ben lui, il a trop écouté les épopées et il se prend pour Achille. C'est une très belle conclusion. Je suis au bout de ma vie. Je suis désolée. Non, c'était super chouette. Bah, vraiment, merci infiniment d'avoir fait cette interview avec nous. Avec Franchement, plaisir. c'est trop chouette. Hein, je découvre les formats, je découvre tout ça. Bah, nous, on est vraiment trop contents. On adore recevoir des auteurs, c'est toujours inspirant. Et ça donne super envie de lire les ouvrages des auteurs, je trouve. De rencontrer la personne derrière le travail, je trouve ça toujours hyper intéressant. Et comme tu dis, on parle pas assez des scénaristes. Donc, c'est chouette aussi d'avoir découvert ce métier. Bon, on fait pas ce métier-là pour être dans la lumière, hein, Un petit peu quand quand même, c'est même, pas ça mal fait de. plaisir. Ouais. C'est chouette. Et ben en tout cas, merci Marc. J'espère te recroiser peut-être en salon Ben, bien ou sûr, en moi, dédicace. je vais partout au moins vite. Hein. Je suis pas compliqué. Ok. Et ben je sais pas si t'as une actualité ou un truc à dire à la fin. Ou si on peut te libérer pour que tu ailles dîner tranquillement. Bah, lisez des BD, Si live possible, coach, Cléos. voilà. Ok. Et ben merci beaucoup Marc. Je te souhaite une Bonne très belle soirée, soirée. avec plaisir.
Bye. C'est pas ce que je dois faire, je te laisse raccrocher. Je vais Je suis pas raccrocher du et tout au m'en courant de ce occuper. truc-là. Bonne soirée. Au revoir.